Vous écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif, on est encore là à la poursuite, à la recherche de nous-mêmes, avec un thème costaud aujourd'hui. On va parler esclavage. C'est pas le premier podcast qui est consacré à ce thème-là, mais il est tellement important qu'on ne pouvait se contenter ni d'un seul interlocuteur, ni d'un seul podcast pour en faire le tour. Donc on est avec Mehdi Rouelgad. Salut Mehdi. Salut Reda. Double professeur à l'université de Bordeaux et de l'UM6P, c'est bien ça? l'UM6P de Rabat. l'UM6P de Rabat. Donc double professeur, une seule tête, un thème, un esclavage au Maroc. Un thème difficile, à part le côté un peu sensible du sujet, parce que notre imaginaire, quand on parle d'esclaves, je te le dis clairement, est perturbé par toute la production artistique, musicale qui vient d'outre-Atlantique, c'est-à-dire l'esclavage, la traite négrière nord-américaine ou sud-américaine organisée par les Européens, résonne en nous comme étant quelque chose qu'on a l'impression de connaître et on se réfère inconsciemment à ce modèle-là pour parler de ce qui s'est passé chez nous. Et ce que tu dis toi, c'est que ça n'a rien à voir en fait. Il y a quelques points de comparaison qui sont valables. Toutefois, ce qu'il faut dire, c'est que la traite négrière atlantique, telle qu'elle a vu le jour à partir du XVIe siècle, et surtout dans sa dimension états-unienne, a complètement structuré la world culture, la culture mondiale, mondialisée, globalisée, et en ce sens, elle pèse de tout son poids dans nos perceptions, dans notre vision, à un point tel que quand on pense à ces questions de l'esclavage et à cette place de l'esclavage dans un cadre plus global que serait l'histoire du Maroc, tout de suite vient à nous des images, j'ai envie de dire des stéréotypes qui finalement n'ont pas grand-chose à voir avec l'histoire nationale. Il y a l'esclavage au Maroc a un certain nombre de particularités, de spécificités qu'il faut mettre en lumière, même si elles sont recouvertes par le même mot, et comme dirait l'autre, mal nommer les choses, c'est rajouter du malheur au monde, sous le nom d'esclavage. Alors quelle est la première de ces... par quoi tu veux commencer en fait? Qu'est-ce qui nous distingue? D'abord, le fait que l'esclavage dans le monde musulman, et en particulier au Maroc, se différencie par le fait que quand on est esclave, on peut atteindre les plus hautes marches du pouvoir. Alors sur ce plan-là, peut-être le Maroc se distingue un peu du reste, mais en effet, dans la longue durée, une des caractéristiques principales de l'histoire islamique, dans la longue durée, c'est qu'on a des anciens esclaves, qu'on appelle souvent des mamelouks, tu sais, le melk, ouais. C'est la propriété, mamelouk, qui est possédé. Mamelouk, ouais. Et donc évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que pratiquement de l'espace de l'Inde jusque dans l'espace ottoman, c'est-à-dire l'islam méditerranéen, on trouve des anciens esclaves qui gouvernent les sociétés islamiques. Hein. C'est bien dommage, c'est pas comme ça que c'est enseigné. C'est en Égypte les mamelouks, c'est ça? Les mamelouks, ils sont absolument partout. Parce que même dans le cadre de l'Empire ottoman, avec ce qu'on appelle le devshirme, c'est-à-dire les janissaires, on a un système qui place ipso facto les esclaves à la tête de l'État, à la tête des empires, de façon systématique, c'est-à-dire qu'on a des étrangers qui font corps entre eux, parce que c'est pas parce qu'on est esclave qu'on est forcément dominé dans l'espace islamique. Au contraire, on trouve le plus souvent, on identifie des anciens esclaves qui dominent ces sociétés d'un point de vue politique et militaire. Comment ça s'organise ça? Comment on passe de transporter de son village d'origine privé de sa liberté à dominant ou politiquement au pouvoir? Parce que on préfère, dans le monde musulman, confier la guerre et la violence à des gens qui viennent en dehors de l'empire. C'est-à-dire que le pouvoir provient de zones, des steppes, des déserts, des montagnes, où on vit en tribu, où on vit libre, et on a une certaine forme d'accoutumance à la violence, et on exerce une forme de violence supérieure, qui plus est quand on est ramené comme esclave depuis le Caucase, parce que l'esclavage dans le monde islamique n'est pas forcément noir. Il a même et souvent été blanc, y compris au Maroc à partir du XVIe siècle. Et donc, des fameuses circassiennes. Voilà, et des circassiens, ou aussi des gens
du sud de ce qui correspond aujourd'hui à l'Ukraine ou la Russie, qui sont ramenés comme esclaves, et qui ensuite font société, font groupe avec des gens qui viennent souvent du même endroit qu'eux et qui s'organisent en groupe pour tout simplement pour organiser la domination sur la part majorité de la population, c'est-à-dire alors, sur le peuple dans son sens le plus restreint, c'est-à-dire ceux qui subissent une domination, ceux qui sont dominés. Donc évidemment ça c'est une première caractéristique. Ensuite, ce qu'il faut dire, c'est que justement le Maroc se caractérise au contraire de la majorité de l'espace islamique par le fait que jamais véritablement elle n'a été gouvernée dans la longue durée par des esclaves. Ça c'est lié aux caractéristiques propres de la société marocaine qui est une société de tribus, une société à haut niveau de violence qui jamais n'aurait accepté d'abdiquer sa violence, une part de sa violence, ou de se soumettre jusqu'à un certain point à une autorité dominante si elle est d'origine servile. Ouais. Servile, ça veut dire non noble, à l'origine. Ce que tu es en train de dire, si je comprends bien, c'est que le pouvoir a parfois confié sa garde ou sa puissance militaire à des gens d'origine servile. Parce qu'ils n'avaient pas de liens tribaux qui allaient les concurrencer et qui étaient complètement fidèles au pouvoir, uniquement au pouvoir, et non à une tribu ou à une part du peuple. C'est ça ce que tu dis ? Oui, tout à fait. C'est-à-dire c'est les Abid Boukhari en fait. Abid Boukhari, voilà, alors là ça c'est un problème, mais ce que je veux dire par là, c'est que systématiquement, depuis les 10e, 11e siècles au moins, on préfère, face à la population majoritaire, faire venir des étrangers, des gens qui sont mot à mot, on reviendra sur les mots gnawa, ou qu'on retrouve au moins le terme en al-Andalus, le mot khours, c'est-à-dire sur des gens qu'on considère comme étant des muets, non pas qu'ils soient muets, qu'ils souffrent d'un handicap quelconque, mais tout simplement parce qu'ils ne connaissent pas la langue du pays, et ce qui suppose le fait qu'ils ne peuvent pas rentrer en intelligence, en lien, en sympathie avec la population majoritaire, et donc ils font littéralement écran entre le pouvoir. C'est pour cela que la fonction de principal ministre dans la longue durée, en Al-Andalus puis ensuite au Maghreb, c'est celle de hajib. Le hajib, c'est celui qui exerce une sorte de rideau, mot à mot, d'écran, de barrage, entre d'une part la population gouvernée et d'autre part les dominants de ces sociétés. D'accord, donc là on est en train de parler d'un esclavage un peu militaire, politique, et quand j'ai dit Abid Boukhari, tu m'as dit c'est un problème, parce que moi j'ai pensé à ça, mais j'ai faux, c'est quoi ? Non, tu as raison, mais Abid Boukhari, ça concerne l'histoire principalement de Moulay Ismaïl, donc on est là au XVIIe et au XVIIIe siècle, et un petit peu ce qui de mon point de vue, me dérange, me chiffonne un petit peu, c'est que cette histoire de Moulay Ismaïl, en fait, coiffe tout, écrase tout, et qu'on ne prenne pas la peine bien d'aller voir avant, et quel est l'arrière-plan politique, sociologique, d'une histoire qui précède, et qui précède de beaucoup cette histoire de Moulay Ismaïl, même si elle s'inscrit dans la continuité de quelque chose, parce que Moulay Ismaïl procède comme les rois, les sultans alaouites jusqu'au XVIIIe siècle, par ce qu'on appelle utopie régressive, c'est-à-dire qu'ils vont chercher leur modèle dans le passé. C'est Mohamed Mansour, lui, non ? Oui. Et ce que je veux dire par là, ils vont chercher dans le passé, et le passé le plus glorieux de leur point de vue, celui qui a le plus réussi, qui a aussi imposé finalement son pouvoir, ce sont les pouvoirs almoravides, almohades et mérinides, lesquels fonctionnaient avec un nombre tout à fait important, un nombre tout à fait significatif d'esclaves dédiés à la Dawla. Donc tu sais que la Dawla, c'est pas exactement l'État, c'est plus la dynastie, et tous ceux qui, tourne autour de la personne, du centre parfait que représente le sultan, ou le Amir Mouminin, ou le calife. Et parmi les gens qui assurent, si tu veux, le complément, le service du calife ou du sultan, d'une façon générale, on trouve un nombre tout à fait important d'esclaves. Et évidemment... dès les Almoravides, ça. Oui, déjà dès les Almoravides, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... On est en 1000, là, juste pour info. Mais on peut estimer que ça commence à les années 1000, 1060, mais toutes les sources indiquent que le moment où Youssef Mteshfin prend le pouvoir, il décide de rompre avec les pratiques de ses prédécesseurs et achète un nombre considérable d'esclaves, tout simplement pour signifier qu'on est rentré dans le mulk, on est rentré dans le pouvoir d'essence royale, d'essence monarchique, lequel en islam, de façon classique, d'abord
par rapport au Maghreb par rapport à un modèle qui provient d'Al-Andalus, où évidemment la plupart des ce qu'on appelle des Moulouk Tawaif, c'est-à-dire des rois de Taïfas, les rois telés, les petits rois qui règnent sur toutes les grandes villes d'Al-Andalus et les moins grandes villes d'ailleurs, que ce soit Saragosse, Tolède, Almeria, Grenade, Séville, Badajoz, etc. Eh bien, tous procèdent une garde prétorienne composée d'esclaves, et souvent pour prévenir les intelligences entre esclaves et le fait que les esclaves pouvaient s'unir et confisquer le pouvoir, l'un des pis-aller, l'une des alternatives que l'on trouvait, c'était de mélanger les origines géographiques bien sûr. Des esclaves, à commencer par le fait qu'ils soient noirs et blancs. D'accord, donc on avait des esclaves gardes royales, enfin puisque des rois telés, donc de toutes ces taïfas. Et Youssef Ben Sachfin, quand il prend le pouvoir en Andalousie, il a également une garde... quand il prend d'abord le pouvoir au Maghreb, ça commence au Maghreb. Au Maghreb, donc il a lui aussi une garde... Il aurait eu déjà une garde prétorienne composée de noirs et de blancs, même s'il y a toutes les raisons de penser que sa garde, elle est principalement composée de personnes qui viennent du Bilad Soudan, c'est-à-dire de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique sahélienne, soit un ensemble qui va, si tu veux, grosso modo, du Sénégal jusqu'au Tchad. Moi, je veux comprendre, on parle de soldats, quoi. C'est donc des gens d'armes, quoi. Oui, des gens avec des armes et qui sont... Voilà. Il n'y a pas un paradoxe là-dedans à armer quelqu'un que tu... tu prives ta liberté. Est-ce qu'ils sont payés, par exemple? Une question peut-être stupide. Est-ce qu'ils ont... le salarié en tant que tel n'existe pas. D'accord. C'est-à-dire on se sert sur ce que donne... c'est-à-dire que le calife, c'est toujours le maître des stocks, celui qui possède les stocks, y compris... les Almoravides sont la première grande puissance sur la scène méditerranéenne et bientôt atlantique qui provient du Maghreb, à proprement parler. C'est parce qu'ils possèdent de l'or. Il y a un lien cause-conséquence immédiat et assez évident entre les deux, et bien sûr c'est parce qu'ils possèdent l'or qu'ils possèdent les esclaves. Les deux d'ailleurs empruntent exactement les mêmes itinéraires. Donc évidemment ce que je veux dire, c'est parce qu'ils possèdent l'or qu'ils peuvent avoir un maximum d'esclaves, le sultan, celui qui possède le pouvoir, se présentant dans la longue durée comme étant le maître des stocks, le marzen si tu veux, à partir de la racine khazana, stocké, amassé, emmagasiné, et c'est celui qui possède le plus d'esclaves, le plus de céréales, le plus d'or, le plus d'armes, le plus de chevaux, le plus de mulets, etc. etc. Mais est-ce qu'il en distribue un peu aux esclaves là? C'est ma question. Vraiment, sinon ça devient des salariés en vérité, ça devient des soldats, quoi. Non, très certainement. D'ailleurs, l'une des caractéristiques du pouvoir maghrébin, du point de vue des Espagnols ou des ancêtres Espagnols, que sont les Castillans, tout de suite, c'est le fait que l'entourage immédiat du calife, comme par exemple lors de la défaite de las Navas de Tolosa, le Uqab, eh bien c'est que tout de suite, c'est que l'entourage du calife et ceux qui se sacrifient pour sauver la vie du calife sont des noirs. Donc évidemment, sont des noirs complètement dédiés jusqu'au sacrifice donc à la personne du calife à laquelle donc ils sont attachés à titre personnel. Et évidemment après on dit ça, c'est pas une masse indistincte. Ces esclaves attachés au calife, vous avez une hiérarchie très claire avec un maître des esclaves, avec aussi un hajib, c'est-à-dire un ministre qui s'occupe des affaires internes au palais et qui est un petit peu le chef et qui est un des personnages les plus importants de la capitale Marrakech, par exemple. Et il n'est pas certain non plus que tous les, entre guillemets, les noirs au service des califes almohades et avant des émirs almoravides soient tous esclaves. On trouve en particulier le fait qu'un certain nombre de personnes données comme originaires du Tekror, le Tekror ça correspond aujourd'hui à la vallée du Sénégal, au Sénégal d'aujourd'hui, Mauritanie-Sénégal, sont données comme étant des personnes libres. Néanmoins qui jouent un rôle éminent, un rôle d'une extrême importance au sein du palais de Marrakech. Alors, on a la première chose donc, qui est complètement impensable dans le référentiel classique qu'on a de Racine et de Django, c'est-à-dire des esclaves proches du pouvoir, donc la garde de Lincoln, ou j'en sais rien, c'est pas possible, et même donc qui accèdent au pouvoir parce qu'ils renversent le pouvoir, ce qui s'est passé avec les Mamelouks, c'est bien ça? Oui, sauf que, encore une fois, en ce sens-là, le Maroc se différencie, mais il n'y a pas de, si vous voulez, une interdiction qui porterait sur les armes, au contraire. Et très certainement, les gens en provenance du Bilad Soudan qui servent à titre d'esclaves ou à partir d'un autre statut les pouvoirs maghrébins portent des armes, et ceci dans longue durée jusqu'au ce que tu as mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire les Abid Boukhari. Alors parlons un peu des Abid Boukhari là, qui ont structuré toute la pensée d'ailleurs d'un bouquin qui a fait un grand bruit qui s'appelle Le Maroc noir.
Absolument, c'est un livre de Shawqi El-Hamel qui a été publié aux États-Unis, d'abord en anglais, qui ensuite a été traduit en français et qui, s'il a le mérite d'évoquer une thématique peu abordée, parce que, bon, c'est peut-être pas très politiquement correct de l'affirmer, mais néanmoins c'est une vérité fondamentale, c'est que les liens avec le Bilad Soudan, avec l'Afrique de l'Ouest, notamment on parle de l'esclavage, mais pas que, ont été d'une importance fondamentale dans l'histoire du Maroc, qu'elles ont structuré sur bien des plans, sur le plan de la musique, sur le plan culinaire, même sur le plan, j'ai envie de dire, de l'ADN, puisqu'aujourd'hui les études en cours, bien sûr qu'il faut manier avec prudence, indiquent bien le fait que la part d'ADN, sans doute, est importante. Et ce que je veux dire par là, c'est que... Non, mais tu aurais déjà pu te contenter juste de dire musique, et ça aurait déjà été la moitié de notre identité pour moi. D'accord. C'est-à-dire, c'est déjà énorme de se rendre compte à quel point ce lien-là avec l'Afrique de l'Ouest, à quel point tout ce qui nous fait danser en vérité est commun. Enfin voilà. Oui, certainement, mais je veux dire, c'est la musique, c'est ce qui vient un peu de façon évidente, mais pas que. J'aimerais bien qu'on mette l'accent sur le fait que, par exemple, Al-Andalus a recouvert un peu cette histoire en mangeant la part du lion, c'est-à-dire en recouvrant un petit peu, mais il y a la part massive de l'apport des esclaves aussi au niveau de la population, parce que s'il y a esclavage aussi important au Maghreb en général et au Maroc en particulier, c'est que tu as une faiblesse démographique en fait. Tu as une faiblesse démographique qui fait que dans la très longue durée, il y aurait eu au grand maximum entre 6 et 7 millions d'habitants pour la totalité du Maghreb. Et donc évidemment, le besoin de main-d'œuvre a toujours été criant. C'est surtout au moment où les Almoravides ou les Almohades se lancent dans des gigantesques travaux, par exemple à Marrakech. Marrakech, c'est quand même à l'origine, c'est une terre désertique qui devient un des premiers producteurs du pays, d'huile d'olive, qui devient une sorte d'Éden terrestre réalisé, donc un immense jardin, hein, et donc évidemment autant de travaux hydrauliques, autant de mise en culture, et toute la plaine du Souss qui devient à partir du XIe siècle la première zone productrice au monde de sucre. Et donc là, tu es en train de casser un peu l'image qu'on avait. Là, c'est un point commun, par contre, avec le outre-Atlantique, c'est-à-dire, tu parles là d'un esclavage pas massif, mais disons important, oui. Industriel, c'est-à-dire mis au service d'une industrie ou d'une agriculture. Parce que moi, j'avais en tête deux esclavages au Maroc. Hein. Ouais. J'avais en tête l'esclavage dont tu parlais militaire et un autre, disons, domestique ou intime. Alors, aller vite, sexuel ou domestique. Enfin, le domestique est sans doute de très loin le plus important. Voilà. Mais ce troisième là dont tu me parles sur le sucre et le zitoun, je ne le voyais pas celui-là. Très bien. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que l'autre problème avec Shawqi El-Hamel, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'empressement des collègues, souvent marocains installés aux États-Unis, qui pour des questions de carrière, pour des questions idéologiques, etc., sont pressés d'aller dans le sens du wokisme, dans l'ère du temps. Alors c'est vrai, j'aime bien la question de la girouette. Un jour, on demandait à Edgar Faure, Edgar Faure, tu sais, celui qui a négocié l'indépendance du Maroc, entre autres choses, on lui faisait en fait quatrième reproche, quatrième, mais aussi cinquième, il a été président aussi. Enfin, il a été ministre aussi sur la cinquième. Et on lui disait, mais pourquoi à ce point vous êtes une girouette? C'est une façon de l'insulter, et sa réponse a été, c'est pas tellement que je suis une girouette, c'est pas la girouette qui tourne, c'est le vent. Donc évidemment, ce que je veux dire par là, c'est le fait que par rapport à ça, les caractéristiques de l'esclavage au Maroc, en fait, c'est d'abord bien sûr les armes dont disposent les esclaves et le fait que le pouvoir est intrinsèquement lié à la possession d'esclaves d'une part, et d'autre part c'était l'esclavage domestique dont on maîtrise mal les ressorts. Mais toujours est-il que pour une grande partie de la population au Maroc, au milieu rural pour commencer, eh bien pour aller puiser l'eau au puits, pétrir le pain, c'est-à-dire les travaux les plus pénibles du quotidien, ou même faire la cuisine, on en passait par des esclaves noirs qui étaient une part tout à fait importante du quotidien, et évidemment tout l'aspect musical, les réjouissances, les mariages, entre guillemets, les circoncisions et tout ça, on sait très bien à travers notamment deux sources qui sont importantes, parce que quand on fait de l'histoire, il faut toujours disposer de sources qui permettent ainsi d'établir une vérité factuelle, et non idéologique. On voit bien que tout ce qui est danse, musique, dans la très longue durée au Maghreb, est lié à la présence d'esclaves. À un point tel
qu'on a une source, donc qui est Ibn Ghazi, al-Mknessi, qui a écrit un livre qui s'appelle Riyad al-Hatoun fi Akhbar Meknesset Zaytoun, donc qui a été écrit entre le 15e et le 16e siècle. La fameuse rime de chaque titre. De chaque titre, les titres sont rimés pour des raisons un peu mnémotechniques, commerciales si tu veux, de l'époque. Et en fait, il dit que, donc lui, il pose un regard un petit peu nostalgique, mais c'est un peu plus complexe que ça, mais sur le passé al-Moravid, al-Mouhad et Mérinide, qui est surtout al-Moravid et al-Mouhad, cette ville de Meknès, qui a eu son heure de grandeur. Et il dit, pour les habitants de Meknès qui ont joué le jeu du gouvernement et de l'État, et qui sont devenus des puissants, des gouverneurs à travers tout l'Empire, eh bien, ils se caractérisent par le fait, bien sûr, ils ont des destriers, ils ont des chevaux incroyables, ils ont un train de vie tout à fait extraordinaire, et dans ce train de vie, il signale, il précise qu'il y avait systématiquement avec eux des esclaves qui, sans arrêt, sans cesse, dansaient, jouaient de la musique et entretenaient comme ça un halo de fête perpétuelle autour de la caste dirigeante. Ça, c'est un point tout à fait essentiel. C'est-à-dire qu'au Maroc, à l'époque médiévale, on ne peut pas être puissant sans posséder des esclaves, et ces esclaves qui entraînent une espèce d'ambiance particulière qui distingue la maison les dirigeants du peuple, du reste. Ensuite, évidemment, on possède de nombreux des corpus géographiques, c'est-à-dire des vies de saints, notamment le plus célèbre, c'est le Tashawuf, Ilarj al-Tasawuf, donc de Ibn Ziyad Tedili, donc on est au 13e, enfin il parle surtout des 12e, 13e siècle, et il indique bien ce que pensent les Maghrébins de l'esclavage et quelle est la place de l'esclavage en général. Donc on voit bien que c'est un esclavage surtout du quotidien, un esclavage aussi qui est lié à la possession de concubines. On voit bien aussi l'importance du métissage, qui est aussi peut-être le métissage qui est, j'ai failli dire, plus assumé. Même le statut du mariage n'est pas le même, évidemment, que celui du protestantisme américain du 19e siècle, etc. Mais on voit bien qu'il y a quand même une dynamique en place qui va dans le sens plutôt d'un mélange. Alors, un brassage, et évidemment, quand je parle tout à l'heure de source, il convient, quand on fait de l'histoire, de pas se placer sur le plan du sentiment ou du calcul, d'être raccord et de dire oui, les États-Unis ont leur traite négrière qui a été horrible, terrible, évidemment qui est une macule évidemment sur l'histoire américaine, tout en étant en fait une dimension, d'une certaine manière, de la culture nord-américaine glorieuse, qui est bien sûr qui fait partie en fait du récit national américain qui s'est exporté à travers le monde entier. Mais évidemment, d'où l'importance d'être exigeant, de voir d'où viennent ces esclaves. Alors ces esclaves, ils viennent d'où? Ils viennent pour leur immense majorité du Bilad Soudan. Alors bien plus tard, au XVIe siècle, un habitant de Tombouctou, qui est un lettré, qui est le fameux Ahmed Baba Timbukti, donc qui a été ramené dans les bagages des Saadiens, et donc qui fait carrière à Marrakech et à Fès, a écrit un livre où il dit tel peuple on peut les asservir, tel autre peuple on peut pas, parce qu'évidemment à partir d'un argument emprunté au droit musulman, au droit islamique, malikite, et évidemment avec l'idée que tous ceux qui sont pas musulmans, il n'y a pas de problème, on peut les asservir, ça ne pose strictement aucun problème. C'est-à-dire que la barrière, elle n'est pas tant raciale que religieuse. Avec un doute quand même, c'est-à-dire que quand le potentiel esclave se déclare musulman, on le soupçonne de l'avoir fait menacer d'esclavage. Et donc en vérité, ça ne les arrange pas d'avoir d'islamiser, parce que les commerçants préfèrent avoir des esclaves non musulmans que. Alors, les marchands d'esclaves, puisque c'est d'eux dont on parle, ça les arrange d'abord d'avoir des esclaves, avant toute chose, et d'avoir des esclaves plutôt très jeunes, des enfants, c'est-à-dire quelque chose de malléable, dont on pourra faire quelque chose de mieux, parce que l'esclave, c'est un peu pardonnez-moi, et avec des guillemets, c'est une matière première, malléable, et dire que, évidemment, dans un cadre plus global, tout à l'heure, je soulignais la faiblesse démographique du Maroc, mais évidemment, dire que dans la très 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 longue durée, le travail salarié n'existe pratiquement pas. Le travail, c'est pour les esclaves. Le travail, en français, ça vient de tripalium, c'est-à-dire un instrument de torture. C'est un pieu sur lequel on assoit les gens. Et je te ferai remarquer que pareil, en arabe, le khidma, le khadim, tu vois que la différence entre l'esclavage, le service, le travail, elle est complètement floue. Elle est très très floue. Donc évidemment, ça nous donne juste un indice, ça renseigne sur le fait que l'esclavage est une part tout à fait structurante. Et je vais te dire ça, je ne cherche surtout à rien justifier, rien légitimer. Juste, on cherche quand même à éclairer une dimension factuelle tout à fait de cette histoire.
Alors si on reste sur les faits, justement, j'ai 2 ou 3 questions à te poser pour bien comprendre le système. Alors la première question, c'est que dans le cas d'un esclavage domestique, que ce soit vis-à-vis des femmes pour servir de concubines ou des travaux domestiques de la maison ou des hommes, on est quand même sur pour rester vraiment dans l'horreur de la chosification humaine, parce qu'on est quand même dans ce sujet-là, on est sur un produit de luxe, c'est-à-dire ce sont plutôt les élites marocaines, ou est-ce que c'est tout le monde. Ah oui, d'accord. Non, Okay, parce que je pensais que c'était cher, moi. Non, c'est parce que justement, à partir de... ça va en même temps que les Almoravides, c'est-à-dire qu'il y a une vague d'interaction avec les Bilad Soudan dont on discerne bien le fait que c'est d'une portée complètement inédite en termes de volume. C'est pas juste les grandes familles. Non, on voit bien que il y a des familles tout à fait rurales, berbères, etc. Au fin fond des Atlas qui ont des. Alors comment ça se passe? Juste pour quand même décrire un petit peu le processus tel qu'on peut le voir, parce que c'est pas, contrairement à la traite atlantique, ça ne passe pas par la mer, ça passe comme le reste des flux d'interaction, ça passe par des itinéraires transsahariens. Alors généralement c'est des commerçants maghrébins. Au 13e, 14e, on sait que c'est plutôt des commerçants des grandes villes, comme Tlemcen, Fès et d'autres, Marrakech aussi, qui installent des comptoirs au sud du Sahara. On les appelle les jleb, ceux qui ramènent notamment, les marchands d'esclaves spécialisés, dont c'est le métier. Et souvent, qui sont des gens qui ont déjà pris des concubines et qui ont eu des enfants métis, qui sont à l'aise dans les langues subsahariennes, et qui jouent un peu le rôle d'interface, et donc il y a comme ça des espèces d'enclos de cheptels où ils sont parqués, divisés, et cheptels entre guillemets encore une fois. Non, mais ces gens-là, ils sont capturés, ils sont pas volontaires. Donc alors, ça veut dire quoi? Qu'il y a des razzias, qu'il y a des intermédiaires. Il y a des intermédiaires des grands empires, parce que ce sont les grands empires du Rhéna, qui est à cheval entre ce qui correspond aujourd'hui la Mauritanie et le Mali, et plus tard l'empire du Mali, qui lui succède au XIIIe siècle, qui prennent la relève et qui eux-mêmes font, ces 2 empires, jouent le rôle d'intermédiaires, et donc eux-mêmes ramènent des esclaves. Alors c'est comme... C'est leurs ennemis en fait. Pas forcément leurs ennemis, on ne sait pas trop en fait en vrai. Mais en tout cas, toujours est-il que c'est eux qui se chargent de les ramener. On ne sait pas exactement qui, comment, mais toujours est-il que ce sont ensuite, dans un second temps, à la lisière sud, la lisière méridionale du Sahara, ce sont des Maghrébins qui prennent la relève, qui les ramènent dans le nord. Alors la traversée, ça passe au Saka. Ben Battuta raconte qu'il croise une caravane de plusieurs centaines de femmes. Tout à fait, oui. Oui, donc en 14e. C'est ça. On est dans les années 1320. Et donc, évidemment, ce que je veux dire par là, c'est au minimum 7-8 semaines de traversée, dans le meilleur des cas. Avec de la casse, bien sûr. Avec de la casse, évidemment, comme tu dis. Et surtout, voilà. Et donc, ensuite, c'est ramené dans ce qu'on dirait aujourd'hui, en termes de logistique, on appelle ça des hubs, c'est-à-dire des endroits où ils sont dispatchés, et très certainement, pour les 11e, 12e siècle, peut-être jusqu'au 13e, le plus grand hub de redistribution d'esclaves, c'est Zagora. Zagora, donc c'est quoi? C'est Tezagurt, aujourd'hui, Tezagurt à l'époque, pardon, excusez-moi, c'est au sud-est du Maroc, c'est une immense forteresse almoravide, qui a été reconnue, qui a été finie. Oui, il y a le château almoravide. Bon. Je suis allé 50 fois, j'ai jamais... Et oui, parce qu'il a été en partie rasé très récemment. Voilà, bon, bref, je vais pas revenir sur ces questions. Combien de temps j'ai passé à Zagora? Zagora, Amzoro, tu vois, je continue, Tzamzolo, tu descends jusqu'à Mohamed, je le connais par cœur, mais c'est fou. Il pourrait nous mettre un prénom. C'est ça. Très bien. Donc, ce que je veux dire par là, les esclaves étaient amenés là, ils étaient stockés, à partir de là, ils étaient redistribués, qui en direction de Marrakech et de Taroudant et du Souss, et qui en direction du nord, c'est-à-dire Fès et Septa. Alors, certains étant même redispatchés en direction de la Méditerranée. Et ce que je veux dire par là, c'est que par exemple les Almohades, Ibn Toumar, quand ils se révoltent contre le pouvoir almoravide, la première expédition qu'ils montent, c'est en direction de Zagora, pour s'emparer d'esclaves et se constituer, je cite, ce qu'il appelle des Abid al-Mkhzen. C'est-à-dire des esclaves qui appartiennent en propre. Il appelle ça Abid al-Mkhzen. Oui, c'est le nom exact qu'on trouve dans la source. Je veux dire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la première. En fait, si tu admets que c'est une ressource, tout devient logique. C'est juste que, comme c'est des humains, à chaque fois, ça nous semble un peu bizarre. Mais oui, il va attaquer les ressources du pouvoir existant pour récupérer. Oui, ensuite pour les redistribuer déjà. Ouais, et pour se constituer une force qui lui permettra ensuite véritablement d'être à la hauteur du défi, de défier le pouvoir almoravide qui est extrêmement puissant.
Est-ce qu'on peut parler 2 minutes de cet esclavage, disons, domestique, qui est donc, tu nous as expliqué les routes de remontée via Zagora, les hubs vendus sur des marchés. Il y avait des marchés, des souk l'habit, c'est ça, et ça existe, ça, voilà. Oui, et donc les familles qui achetaient ces ressources-là. Et il faut qu'on parle 2 minutes d'une chose importante qui est... Alors attends, ils sont pas forcément, parce que nous c'est vrai qu'on voit le monde en termes de... Ça aussi c'est un autre problème, parce que la traite atlantique, elle a joué un rôle capital, c'est le cas de dire, dans la naissance du capitalisme, sans jeu de mots. Et évidemment ce que je veux dire par là, c'est que, attention, le Maroc n'est pas sur ces ressorts-là. Certes, il y a une dimension marchande, mais la dimension marchande, je sais pas si elle est peut-être moins importante. En tout cas, ce qui existe surtout et principalement, c'est le don et le contre-don. Qu'on trouve dans non, c'est-à-dire que pour créer du lien social, on donne. Et donc évidemment, parmi les choses qu'on donne, on donne de l'or, on donne comme tu as dit tout à l'heure pour les esclaves, on donne des habits, parce que la Daoula, donc l'État dynastie est aussi une unité de production, et notamment qui produit les textiles les plus recherchés au monde, les plus luxueux. Et dans ce cadre-là, aussi les esclaves se donnent voilà. Donc ça fait partie un petit peu des choses évidemment qu'il faut rappeler. C'est pas forcément un marché avec une offre et une demande, voilà, il fait l'objet d'un achat. D'accord. En fin de compte, l'esclave atterrit dans une famille. Oui. C'est la plus grande partie de l'esclavage dont tu nous as parlé, c'est-à-dire l'esclavage domestique, avec un côté sexuel pour une grosse partie de nos esclaves, ou si j'ai mal compris ça aussi. J'ai compris qu'il y avait une tradition de concubines esclaves qui était potentiellement affranchissable par la maternité. Ce qu'on appelle Waled, c'est bien ça? Walad, mais après le problème c'est que c'est un peu trop schématique et sans doute vas-y, corrige-moi. Non, mais je suis là pour ça. Je lis des trucs, mais après je sais pas certainement la pratique était sans doute différente. Voilà. Vas-y, explique-moi. Par exemple, on voit bien que dans les corpus géographiques, alors c'est un peu paradoxal, et un peu d'apparence un peu contradictoire. On voit bien que les Maghrébins de l'époque, commencé par les Masmouda, donc qui sont la part majoritaire du peuplement de ce qui est aujourd'hui le Maroc, eh bien, ont des enfants de toute évidence avec leurs esclaves noirs, mais que ces enfants-là sont un petit peu ne sont pas les enfants qu'on privilégie. Ce ne sont pas les enfants évidemment qui ont la part majoritaire de l'héritage ou des choses comme ça, mais ça on a du mal à le voir. Alors juste pour un petit exemple historique, mais ça concerne encore une fois le seul éclairage qu'on a sur les puissants et sur les très puissants. Par exemple, le calife Al-Muhad Saïd, donc qui règne entre 1238 et 1248, est réputé avoir eu une mère noire. Ce qui a autorisé dans un second temps, donc déjà c'est le signe qu'un calife peut avoir une mère noire, et peut-être même Ibn Toumat lui-même avait une mère noire en fait. C'est le fameux Abu Hassan, non, qui s'appelle Sultan Al-Khal. Ouais. Sultan Al-Khal, c'est encore autre chose, Bou'inan. Mais ce que je veux dire par là, c'est évidemment c'est le fait que des seigneurs al-Muhad se sont révoltés contre lui au prétexte qu'il est à moitié noir. D'accord. Donc je veux dire ça existe, mais en même temps c'est pas cool. C'est pas cool si tu veux. Voilà. Ok. Donc on n'est pas dans l'espèce de... Parce que moi je viens de lire ça, j'ai lu un bouquin qui s'appelle Esclavage dans le monde arabe, voilà. Un certain monsieur Gordon, tu connais? Ouais. Voilà. Gordon, qui explique que l'esclave concubine, donc tu as tes 4 femmes légitimes, puis des concubines, mais si jamais tu as un enfant avec une d'elles, eh ben, ça devient ton fils aussi, et si tu le reconnais aussi légitime que les autres, et que la dame devient plus ou moins affranchie à ta mort, ou qu'en tout cas elle a un statut un peu supérieur. C'est ce que je lis, donc c'était pas aussi clair, quoi. Non, c'est jamais aussi clair. De toute façon, ça pose la question de la norme en islam, en fait. Là aussi, c'est encore un autre... Mais déjà, le simple fait de parler d'islam, d'un monde islamique, est déjà assez audacieux, vu la variété que ça englobe. Oui, tout à fait. Mais en plus de ça, si tu veux, tu as le problème du droit. C'est que le droit n'a jamais été comme le droit qui aujourd'hui qui inspire la majorité des nations du monde arabe, ou des États-nations, plus exactement, excusez-moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'équivalent d'un code civil. C'est-à-dire durer la loi, mais c'est la loi. Une loi qui s'applique à la totalité de la société sans aucune forme, si tu veux, d'exception. Non. La norme islamique, elle s'applique un peu pas trop fonction. Il y a le droit coutumier. À ce jour. Oui, moi je parle du passé, donc je veux rester sur ça. Mais si tu veux, le caractère efficace du droit napoléonien qui est basé sur une volonté étatique inédite, jamais vue dans l'histoire du monde, de contrôler la totalité d'une société, ce n'est pas l'histoire des mondes musulmans, en fait, dans la longue durée. Ça, c'est une importation européenne, en fait, franco-anglaise ou franco-britannique, si tu veux. C'est ce qu'on fait du cas par cas, quoi.
Donc non, il n'y a pas du cas par cas, il y a des réalités anthropologiques des sociétés qui nous échappent en grande partie. Mais ce qu'on peut dire sur le Maroc, c'est que de toute évidence, et très certainement il y a métissage. Il y a métissage, mais on le voit physiquement. Ouais, par rapport à la société américaine où tu vas trouver deux mondes qui se regardent. Voilà. On a chez nous plusieurs nuances de gris. Monde, ouais, de gris exactement. ce que je veux dire, on est tous quelque part. Je ne crois pas qu'il n'y ait pas du métissage non plus chez les Nord-Américains. On a bien vu moi, je pense, mais c'est sur notre schéma, c'est pas exactement ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que évidemment il y a une dimension sexuelle, c'est sûr, et les Noirs d'une façon générale sont plutôt méprisés. Mais il y a quand même aussi un avant et un après l'époque almoravide, parce que très certainement parmi les éléments qui apportent qui sont des éléments de rupture, véritablement un point de bascule, eh bien l'époque almoravide amène dans son sillage l'or, certes, qui permet aux Almoravides d'être, entre autres, une grande puissance, mais aussi une masse d'esclaves. À un point tel que la sainteté, même là, on parlait tout à l'heure de l'islam religion, la conception même de l'islam, le soufisme, le tasawwuf au début, a beaucoup à voir avec l'arrivée d'esclaves noirs. À un point tel que, par exemple, l'un des plus grands saints du Maroc, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Moulay Bouazza, donc le fameux Abou Yazza, est lui-même réputé avoir été noir. Et parmi les éléments, tu sais, quand on voulait devenir un saint, passer du stade de disciple à celui de maître, Cheikhul Mouriz, eh bien, Abou Yazza, donc Bouyaza, eh bien, est réputé lui-même avoir s'être déguisé en femme, et comme il était noir, eh bien, il a été pris comme esclave, et il a fait le pain, si tu veux, il est allé chercher l'eau au puits, pendant des années, se substituant à quelqu'un, justement pour faire acte d'humilité, et pour montrer qu'il est en rupture avec tout ce qui pourrait faire la puissance, je sais pas, la vérité, l'honneur, etc., à un point tel qu'il est passé au stade de les derniers de la société, c'est-à-dire la femme noire dans le cadre de cette société. D'accord. Alors si on... Mais après, avant de devenir lui-même, plus tard, le saint le plus vénéré dans la longue durée de l'histoire du Maroc. Donc ce que je veux dire par là, c'est une histoire quand même complexe. Oui, tu ne trouverais pas véritablement, je crois, l'équivalent ailleurs. Bon. Tout comme est complexe, si on continue la comparaison avec avec Django. Voilà. Ouais. Un noir marocain pourrait être très proche du pouvoir, donc soit étant par son pouvoir militaire, ou bien par la proximité avec une autorité ou un notable, ou le servant, etc. Il peut être ministre, il peut être même sans arriver jusque là, il peut être au service d'une puissance locale et avoir accès aux décisionnaires tous les jours s'il le sert. Donc ça veut dire que quelque part dans l'échelle oui, à un point tel que les Marocains dans la longue durée ont perçu les dominants, ceux qui les dominaient, ceux qui gouvernaient à la société, eh bien comme étant noirs en fait. Voilà, c'est ce que j'essaie de dire. Par exemple, la grande porte du complexe palatial, du palais Almohad de Marrakech, qui s'appelle Bab Agnaou. Bab Agnaou, donc ça veut dire l'étymologie est un petit peu discutée, mais il y a quand même un certain consensus qui se dessine pour dire que Agnaou signifie le muet, celui qui n'a pas la capacité de parler, non pas qu'il soit handicapé lui-même, mais qui ne possède pas la langue majoritaire, la langue des hommes. Ça, c'est une dimension qu'on retrouve un peu partout. Par exemple, les Russes appellent les Allemands, la langue allemande, ça veut dire les muets. Pareil, ils appellent les Allemands, non pas que les Allemands soient muets, mais c'est tout simplement qu'ils ne parlent pas la langue des hommes. Il n'y a pas vraiment dans la langue de l'humanité, l'histoire, évidemment, avec un grand H, il n'y a pas d'humain universel. On pense que l'homme, c'est nous, et les autres, c'est encore autre chose. Donc, on revient à Bab Agnaou. Donc, si c'est la porte des muets, c'est-à-dire c'est la porte... Non, c'est la porte des Noirs, en fait. Mais bien sûr, c'est ça. Mais pourquoi les Noirs? La preuve en est, c'est que dans une source mais c'est qui passe par là. Une porte cardinale, donc qui était la grande porte d'apparat. D'ailleurs, c'est la plus décorée qui reste encore, même si elle a perdu ses 2 tours. Oui, je vois très bien. Parce qu'à l'origine, elle était comme Bab el-Mahrouk à Fès. Elle avait 2 tours qui l'enserraient. Eh bien, on l'appelait aussi Bab el-Kahl, ou Bab el-Kahl.
C'est-à-dire que donc ça veut dire qu'il y avait dans le cadre de ce bilinguisme de cette époque-là, arabe et berbère, eh bien il était clair pour les habitants de Marrakech que c'était la porte où derrière il y avait une masse de noirs qui servait le pouvoir à un point tel que le pouvoir jusqu'à un certain point, je dis bien jusqu'à un certain point, a été assimilé à ces noirs. C'est-à-dire que les deux sont indissociables. C'était le sens de ma différence avec, c'est-à-dire que quand tu as affaire à un noir, il peut être très proche du pouvoir, ce qui donne un pouvoir évidemment, vu que tu es proche du pouvoir. Oui. Donc quelque part dans une espèce d'échelle sociale, tu n'es pas aussi profondément enfoui que l'esclave américain. Oui, ça dépend. Après, il y a évidemment, dans le cas de cet esclavage domestique majoritaire, il y a par exemple le fait que les Noirs portent des noms qui sont bien caractéristiques de leurs conditions serviles. Ah ouais, on en a parlé dans la salle. Ouais. C'est-à-dire que par exemple, on les appelle Mesk, Anbar, Rayhan, ou Mas'oud ou Mubarak, tout simplement pour la simple et bonne raison que c'est la première chose qu'on fait quand on se lève, on appelle l'esclave. Et donc il faut qu'il indique quelque part la bonne fortune. C'est pour ça qu'ils s'appellent tous, en grande partie au Maroc, Mimoun, pendant très 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 longtemps, la bonne fortune. Et évidemment, même chose avec le bilinguisme berbère, Irzik, etc. On voit bien, et autour de Ibn Tumart, vous avez une grande partie de ce qu'on appelle les Eldar, son nom. Et les femmes, ça va être Liakhot, c'est quoi. Oui, mais on trouve, ils ont des noms caractéristiques. D'abord, des noms qui ne les rattachent pas à un nasab, c'est-à-dire une appartenance tribale, qui est complètement caractéristique, évidemment, du Maghreb, dans la langue d'Iran. Ils sont juste Gnawi ou bien Mimoun, tout simplement, c'est-à-dire juste avec un ism, sans filiation, parce que la filiation pour les esclaves, elle est considérée comme ignominieuse. Donc, ou bien on est Erwad, c'est-à-dire celui qui est bronzé de peau, ce genre de choses. Donc tu accuses en fait... j'accuse personne. Non, d'accord, je reformule. Tu soupçonnes ce bouquin, Le Maroc Noir, d'avoir cédé à la tentation, à la mode woke, d'avoir un peu plaqué une grille de lecture occidentale sur une réalité marocaine. C'est ça, j'ai bien compris ça? Oui, c'est-à-dire qu'il y a un effort pluridisciplinaire à la base, c'est plutôt un spécialiste des Gnawa, et donc de nos Gnawa du XXe et du XXIe siècle, c'est-à-dire de l'histoire immédiate, puis c'est œuvre d'anthropologue. Et du coup, je pense qu'il n'y a pas véritablement l'effort de se projeter dans un passé lointain, et un passé lointain lequel est exigeant en même temps, et en même temps, il requiert de faire bien attention à ce qui nous sépare de cette époque. Donc c'est un petit peu ça que j'ai essayé de voir. Par exemple, il y a une source, ça, je pense que c'est tout à fait extraordinaire. Il n'y a malheureusement qu'une seule source qui l'indique, mais on trouve la trace d'une forme de marronnage sur le trajet entre Salé et Marrakech. Qu'est-ce que ça veut dire marronnage? Du côté de l'Oued Mourbet, là où c'est. Alors je vais m'expliquer. Le marronnage, les nègres marrons, c'était des esclaves qui s'échappaient et qui formaient des bandes, des bandes armées. Et là, on n'a qu'une seule indication sur ce fait, ce sont certainement, assurément des anciens esclaves qui s'installent dans un lieu stratégique, parce qu'on était obligé de traverser le fleuve, le Oued Mourbet, à cet endroit-là, et ils attaquaient, ils détroussaient, ils volaient les voyageurs. Et Ibn Tumart, en voyageant et en voulant traverser l'Oued Mourbet, a connu... Il s'est fait braquer, comme tu dis. Il s'est fait agresser. Et donc ce que je veux dire... Tout m'a dit. Donc, évidemment, et donc ce que je veux dire par là, c'est que c'est tout à fait important. Donc, déjà, s'il y a marronnage, donc s'il y a, comme tu as compris le terme nègre marron, évidemment, pour tout le monde. C'est un groupe de rap. C'était un groupe des années 90, tout à fait. Mais de dragage, Mais ce que je veux dire par là, c'est évidemment, c'est le fait que ils soient suffisamment nombreux et qu'il y ait cette maîtrise de la violence des armes pour constituer des bandes indépendantes à part entière. Et profitant aussi du fait que le territoire est plutôt mal contrôlé. Donc ça, je pense que c'est un aspect absolument intéressant en fait de cette histoire. C'est la question suivante. Je parlais des volumes. Tu parlais de l'influence sur la culture et l'ADN identité marocaine. Tu parlais du marronnage, que c'était suffisamment nombreux. Est-ce qu'on a une idée, parce que j'ai essayé de traquer cette information, sur quel volume on parle? Alors on sait que l'esclavage maghrébin a commencé bien avant la traite atlantique et s'est terminé après. Vu que, alors il y a des moyens qu'on a un pic vers le 19e, si j'ai bien compris. Et non, c'est pas ça. Alors dis-moi à peu près de quel volume on parle. On parle de plusieurs milliers par an. C'est ça. Mais c'est pas beaucoup. Hein. C'est plusieurs milliers par an, avec très certainement un pic à l'époque almoravide. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point c'est monté. Une dizaine de milliers, plusieurs dizaines de milliers, très 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 difficile à établir avec certitude.
Mais ce qu'on peut dire, c'est que dans le cas d'un Maroc peuplé de 4 ou 5 millions d'habitants, c'est énorme en fait. Si tu le rapportes au ratio et à la durée, et surtout, qui plus est, le fait qu'ils sont installés aussi dans des lieux un peu stratégiques, comme dans les grandes capitales, dans les palais, mais pas que, très important de le rappeler. Évidemment, on trouve... non, alors, il y a des régions, évidemment, si le sud-est du Maroc, toute la région du Oued Draa, etc., est surreprésentée, c'est pas pour rien. C'est qu'évidemment, c'est le grand axe par lequel rentraient les caravanes d'esclaves, et ceci pratiquement jusqu'au début du XXe siècle. D'accord. Je crois que les Français s'emparent de la Mauritanie, en fait. Est-ce que tous les Marocains de peau sombre, question difficile, viennent de l'esclavage? Il y a des chances, mais c'est pas très scientifique. Tu sais, moi j'essaie d'établir une différence entre... Alors je m'évertue à établir une différence entre la science et l'opinion, et évidemment il faudra aller voir d'un peu plus près, mais ce qu'on peut retenir, c'est que j'ai le cas autour de moi de gens qui sont de facto très blancs, des Marocains très blancs de peau, et même eux ils ont de l'ADN qui provient de l'ouest de l'Afrique. Donc je veux dire, c'est pas une science certaine. Effectivement, il y a des gens qui sont très noirs de peau, et que ça on peut assurer que ils ont des ancêtres récents qui viennent de la zone, mais certainement... Non, ma question c'est pas ça, c'est qu'ils aient une origine d'Afrique de l'Ouest, ok, mais est-ce que cette origine est forcément servile? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on a eu une autre immigration? Est-ce qu'on a eu une autre immigration non forcée, à part celle du XXIe siècle qu'on connaît, une immigration économique qu'on voit autour de nous dans nos villes, une immigration précédant cette période-là récente, qui est d'origine ouest-africaine, mais pas forcée? On en trouve un petit peu la trace à l'époque almohade, mais c'est tellement peu. C'est-à-dire que après, c'est là où évidemment, en disant ça, évidemment, j'ai dit pas tout à l'heure, il y a une politique d'alliance avec le Tekror, il y a des relations avec l'empire du Rana, qui est une grande puissance aussi de cette époque-là, très peu étudiée, qui intéresse très peu, mais qui a été fouillée par un ancien professeur à moi, Der Rost, etc. Donc c'est là où Bobak le Tchachfin, là, exactement. C'est là où il s'est pris une flèche. Il s'est fait une flèche empoisonnée. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que... Tout ce que je sais sur eux, je l'ai fini. C'était ma phrase. C'est pas le début, c'est la fin. Non, il n'y a aucun problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment, c'est un jeu d'interaction, mais l'immense majorité, oui, donc le Tekror, etc., le Rana, il y a sans doute des gens qui viennent libres, certains peut-être même des nobles, cadre d'échange, on le pressent. Peut-être c'est vrai en particulier pour Sijil Messa, qui a aussi la très 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 grande ville de redistribution du négoce, de l'or pour tout le Maghreb. C'est sans doute la place où se négocie en termes de volume le plus d'or pratiquement en fait jusqu'à la découverte des Amériques. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a mais l'immense majorité vient par l'esclavage, c'est-à-dire par une forme de violence. Et ça, il faut surtout pas le nier, parce que derrière l'esclavage, il y a un processus d'assujettissement qui est violent, qui est intrinsèquement violent. Et ça, ce serait bien de le rappeler. Mais le rapport entre noir et esclave, il est présent, y compris dans la langue. Le mot abd, bid, ou bien en berbère, ismgan, etc. Les deux termes entre esclave et noir sont dans la longue durée interchangeables, synonymes. Écoute, est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ce sujet? Oui, il y aurait peut-être la dimension culinaire. Il y a la dimension. Qu'est-ce que tu me... La dimension culinaire. C'est vrai que toi tu es plutôt axé sur la musique et tout. Voilà. Mais bravo et ça. Mais moi c'est plus la bouffe et tout. Je suis désolé, mais qu'est-ce que tu vas nous dire sur Wallah, celle-là je l'ai pas vu arriver. On a beau préparer là. Vas-y. C'est évidemment le fait. Et je sais même pas ça va aller où. Vas-y. C'est qu'en fait dans la longue durée, ce sont des cuisinières noires qui ont fait la cuisine au Maghreb en fait, en grande partie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a que des cuisines marocaines, on ne comprend pas non plus. Et qu'est-ce que tu appelles la cuisine marocaine? La cuisine maghrébine, avec ses caractéristiques, ses particularités, qu'on peut voir déjà émerger à travers les 2 livres de recettes qui nous ont été conservés de l'époque médiévale et qui marquent un jalon, en plus de l'archéologie aujourd'hui qui renseigne un petit peu. Il faut demander à Abdullah Filli naturellement ce qu'il en pense, mais qui permettent de savoir un petit peu de quoi il en retourne. Et donc, ce que je peux dire, c'est que ces femmes noires jouent un rôle absolument essentiel en fait dans l'établissement des recettes, etc. Alors c'est une hypothèse maximaliste qui est peut-être outrancière, qui est un peu provocatrice, mais on voit avec les Almoravides, ça correspond exactement au moment où apparaît le couscous. Et certains ont avancé, certains ont dit, alors
je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde, mais que le couscous serait la façon de préparer le blé dur, mais comme on prépare le mil en fait en Afrique de l'Ouest. Et donc évidemment qu'il y aurait un lien entre l'apparition du couscous et le fait qu'une grande partie des cuisinières soient originaires de l'Afrique de l'Ouest. Désolé, excuse-moi. Non, moi j'ai pas de patriotisme particulier sur le couscous, mais je me rends compte avec terreur du potentiel de convulsion numérique que ce genre de propos peut provoquer. Et je me demande même si on va pas supprimer cette partie. Non, je rigole, on va rien supprimer du tout. Merci beaucoup pour ces précisions, pour ce podcast et pour tous ces éclaircissements sur ce sujet complexe. Restez connectés, les amis. Nous sommes encore là. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.